Enrico Fermi. Alors, je brosse un tableau de son curriculum vitae, mais très bref, vous allez voir. Donc, à l'âge de 21 ans, il obtient son doctorat en physique. 21 ans. Je ne connais pas beaucoup d'universitaires qui ont eu leur doctorat à 21 ans. Ensuite, il est professeur de physique théorique à l'Université de Rome. Et à propos de physique théorique, je précise que c'est l'un des rares physiciens à avoir été à la fois un physicien théoricien et un expérimentateur. En 1938, il obtient le prix Nobel de physique. Donc il avait 37 ans. Et il demande donc, mais où sont-ils tous? Et en effet, on avait beau regarder, on avait beau dire il y a quelqu'un, et on n'avait pas de réponse. Alors, c'est cette question qui a reçu le nom de paradoxe de Fermi. En effet, il semblait paradoxal que, vu l'immensité de l'univers et probablement, potentiellement, de planètes habitées, personne n'était venu nous rendre visite et on n'entendait non plus personne avec des ondes, avec la radio, qu'un moyen de communication. Alors, on a bien entendu, ce paradoxe en réalité n'a d'autre paradoxe que le nom, parce qu'il admet des solutions. Jusqu'au moment où je vous parle, on a trouvé à peu près 70 à 73 solutions au paradoxe de Fermi. J'en ai listé à peine une quinzaine là, parce que les autres sont des dérivés. Enfin. Donc il y en a, par exemple, les 5 premières, là, sont des solutions classiques. Hein. L'hypothèse de la prime directive, c'est-à-dire des civilisations qui sont un peu moins classiques. Nous serions, par exemple, la première civilisation avancée. Si nous sommes la première, effectivement, ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas vu d'autres. Nous sommes nous-mêmes issus d'une colonisation. C'est une solution, effectivement, qui répond à certaines questions qui sont posées depuis beaucoup d'années. En particulier, ça tient aussi à la théorie de la panspermie dirigée, mais pour remonter aux origines. Pourquoi? Alors là, deux autres solutions classiques, il se serait heurté, des civilisations éventuelles se heurteraient à des difficultés technologiques insurmontables, et en particulier la vitesse de la lumière. Il y aurait dans de nombreux endroits des organismes complexes, mais en revanche, la technologie serait rare. On pourrait le dire. Il se pourrait que les civilisations se parlent par intrication quantique, donc est une forme de communication quantique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais et de ce qui a été étudié dans ce domaine-là, il nous faudrait un radiotélescope avec une antenne, ou même si on parle d'un interféromètre, qui ferait 100 km de diamètre. Or, ce moyen-là, nous ne l'avons pas, en tout cas pas encore. Donc, on ne peut pas recevoir de messages par ce biais-là. Et on serait peut-être confronté à des intelligences artificielles potentiellement inaccessibles. Alors, ceci est un cube qui est extrait de l'animation précédente, portion. Alors, ce cube fait 480 années-lumière d'arête, ce qui donne un volume de 110 millions d'années-lumière cubiques. 480 au cube, ça fait 110 millions. Et on voit que bon, les civilisations sont représentées par des couleurs différentes, et vous voyez que certaines interagissent, s'interpénètrent. Par contre, d'autres restent relativement isolées. Et puis vous avez tout cet espace-là libre qui n'a pas encore été colonisé. Alors, la théorie du grand filtre. Le grand filtre, c'est finalement tout ce qui sous-tend
l'idée du paradoxe de Fermi. Le grand filtre, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. Plus exactement, c'est le goulot de la bouteille. En anglais, ils appellent ça bottleneck. Ça veut dire le goulot d'étranglement. Tout ce qui est derrière pousse pour sortir, mais très peu sort, ou éventuellement pas du tout. Et dans ce pas du tout, on sous-entend que c'est pour cette raison qu'on ne voit personne et qu'on n'entend personne. Parce que rien ne sort du goulot. Le grand filtre, c'est le limitant de tout. Alors, il y a des conditions nécessaires et des limites à ce grand filtre, bien entendu. Alors d'abord, il faut qu'il y ait un système stellaire adéquat, c'est-à-dire le Soleil et ses planètes qui tournent autour, placés dans un bon endroit de la galaxie, pas trop près du centre et pas trop près de la périphérie. Il faut que ce système ait des planètes habitables. Alors, la dernière théorie en vogue, il faut que une de ces planètes, au moins, habitable, ait des océans, des continents et une tectonique des plaques. Parce que la tectonique des plaques, en tout cas telle qu'on la connaît sur Terre, c'est les plaques qui sont foncées, l'une sous l'autre, l'une sur l'autre, et ça génère du volcanisme, donc ça génère de la chimie qui transforme les gaz atmosphériques. Et tout ça, on parle en termes de 4 milliards 500 millions d'années. Ça peut générer de la vie. Ensuite, l'étape suivante, c'est qu'il faut qu'il y ait des molécules autoréplicatives, comme l'ADN ou l'ARN. L'ARN n'est pas autoréplicatif par lui-même, mais il est dérivé de l'ADN. Ensuite, comme je vous disais, ce sont des étapes successives. Il faut qu'il y ait des organismes unicellulaires prokaryotes. Prokaryotes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de noyau. Dans ce groupe, on met les bactéries et ce qu'on appelle les archées, c'est-à-dire les bactéries très primitives. Ensuite, les organismes unicellulaires eucaryotes, c'est-à-dire qui ont un noyau, comme les cellules de notre corps et comme les cellules de tout le monde, pratiquement tout le monde animal et végétal sur Terre. Enfin, nous, dans notre corps, il y a des cellules qui n'ont pas de noyau, ce sont les globules rouges de notre sang. Mais elles n'ont pas besoin d'avoir de noyau parce qu'elles sont produites en permanence par la moelle osseuse. Après une reproduction sexuée, ce qui suppose l'existence d'organismes pluricellulaires plus complexes, et enfin, presque enfin, une vie animale intelligente qui a acquis, au fil du temps, une technologie. L'étape suivante, c'est qu'il faut qu'il y ait une civilisation adaptée, apte à la colonisation. Comme par exemple, nous, l'humanité. Nous ne colonisons pas encore, mais nous sommes aptes à coloniser. Et, bien entendu, l'étape finale, c'est l'explosion de la colonisation, comme on l'a vu dans l'animation et dans les diapos précédents. Mais le grand filtre, s'il se manifeste à l'une quelconque de ces étapes, si le goulot se referme à n'importe laquelle de ces étapes, eh bien, la colonisation ne se fait pas et le système s'effondre. Depuis 1947, et encore même en fait. Et puis, certains exposants montraient un nouveau modèle. Alors, ceux-là, ils avaient des jambes de 23 pouces, avec une pneus large, le GPS sur l'écran tactile, une boîte automatique. Alors, l'ETITA, 2004, incident Nimitz, je suppose que tout le monde en a entendu parler ici. Ensuite, l'incident Goldpass, ça c'était dans l'Atlantique. L'incident Gemo, toujours dans l'Atlantique. 2019, ça a été les vaisseaux en forme de pyramide, enfin, les objets en forme de pyramide. Et il y avait même parmi ceux-là des modèles avec des options, qui est un peu plus cher, mais c'était l'option transmilieu, c'est-à-dire
c'est-à-dire que ce sont des machines qui peuvent se déplacer indifféremment dans l'atmosphère, dans l'espace et sous la mer. La question, bien entendu, on se pose depuis l'origine, qui ou quoi contrôle ces machines? Est-ce que ce sont des entités biologiques au sens où nous entendons la biologie, nous, humains? Alors là, au salon de Las Vegas, ils avaient invité, c'est un vieil étudiant, une vieille connaissance. Alors là, il est arrivé entre deux Malabar et FBI, il était gardé de très près, on lui avait même collé un badge. Donc ça, c'est l'archétype, mais il y a les autres types de personnages que certains d'entre vous ont compris, bien. Mais celui-là, il continue de tenir la route en tant qu'entité crédible. Donc, des entités biologiques ou alors des machines. Des machines, mais des machines si sophistiquées que nous pouvons à peine les concevoir et qui auraient, ça c'est un aspect bien entendu complètement imaginaire, mais c'est pour donner une idée de machines qui seraient, disons, issues du biologique, sans être du biologique, qui seraient complètement artificielles. Alors, est-ce que ces étrangers-là pourraient être dotés d'intelligence artificielle? On y est en plein. L'intelligence artificielle, c'est un système qui imite l'intelligence humaine et qui réalise certaines des fonctionnalités du cerveau humain. Alors, le premier qui a fait des recherches sur l'intelligence artificielle, c'était Alan Turing. Turing qui a été vraiment pas le fondateur, mais l'initiateur de l'idée. C'était un mathématicien de génie. Il avait un alter ego en Angleterre, enfin, en Angleterre d'abord et puis aux États-Unis ensuite, que nous verrons depuis longtemps. Mais les véritables pères de l'intelligence artificielle, ceux qui ont concrétisé les algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est John McCarthy, Marvin Minsky, Rochester et Shannon. Alors tout cela, ils sont déjà dans le XXe siècle, dans le XXIe siècle. Alors, à quoi nous avons affaire avec ça? Intelligence artificielle, donc ça veut dire apprentissage automatique, ce que les anglo-saxons appellent machine learning. Donc, le noyau, ce sont les réseaux de neurones, neural networks, qui réalisent l'apprentissage profond. Deep learning. On va voir pourquoi on l'appelle apprentissage profond. Alors, apprentissage automatique, donc ça permet de faire énormément de choses. Bon, ça va de l'extraction de données cachées à l'économie de ressources, en passant par la génération de modèles, la conception technique. On en parlait tout à l'heure en aparté avec ma collègue, là. Par exemple, le nouvel avion hyper furtif et hypersonique américain, le B-21 Raider, a été largement conçu grâce à une intelligence artificielle. Ça peut améliorer la prédiction de résultats, la révélation de tendances. Ça, c'est intéressant, par exemple, en politique. Vous soumettez un panel de situations politiques à une IA, et l'IA va vous dire, la tendance pour l'élection, ça sera plutôt ceci ou plutôt cela. Bref, on peut faire pas mal de choses, et j'ai mis etc. en bas, parce qu'il y en a bien d'autres. Et depuis récemment, on a appris, il y a 3 semaines, qu'on avait entraîné, on était en train d'entraîner une intelligence artificielle, bien sûr, on ne dit pas laquelle, c'est secret,
pour la détection de technosignatures extraterrestres dans le système solaire et peut-être au voisinage du système solaire. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va entraîner l'intelligence artificielle à reconnaître l'ensemble du bruit de fond radio sur plusieurs gammes étendues de fréquences dans la galaxie, aux environs, en tout cas sur un rayon de plusieurs centaines d'années-lumière, et on va lui dire, tu vas détecter des anomalies par rapport à l'ordre qui règne dans ce... C'est un chaos qui est ordonné, en fait. Et l'IA va peut-être, c'est court, va peut-être dire, tiens, là, il y a un signal qui n'est pas normal, qui sort du bruit de fond. Donc c'est une des voies possibles d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ceci a été discuté en juillet dernier. Le neurone dit caché, on appelle ça aussi une couche intermédiaire. Et vous voyez qu'il y a des interactions multiples. Chaque neurone correspond avec tous les autres de la couche cachée. C'est un schéma approximatif, mais assez juste, des connexions dans le cortex du cerveau humain. Et bien entendu, la couche intermédiaire, la verte, va projeter sur une couche de neurones de sortie. La couche de neurones de sortie, ça correspond à notre cortex préfrontal, c'est là que se prennent les décisions qui génèrent l'action. Et on sait qu'on peut multiplier le nombre de couches intermédiaires. Alors là, je les ai rapprochées parce que pour une raison d'une question de place, mais il existe entre les couches intermédiaires le même type de relation, ici de projection, vous avez entre la première et la deuxième couche. Voilà à quoi ressemble un réseau de neurones de façon très simplifiée. En réalité, c'est infiniment plus complexe que ça. Alors, on peut avoir aussi, bien entendu, une boucle de rétroaction qui va partir de la couche de sortie pour venir sur la couche d'entrée, soit pour la freiner, soit pour l'accélérer. Dans la nature, alors on appelle ça un feedback, dans la nature, les feedbacks sont essentiellement négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont freinateurs. Si tous les feedbacks se mettaient accélérants, ça serait vite le chaos, le système s'effondrerait parce que ça emballerait tout le système. Voilà un peu, et donc les couches intermédiaires, les couches cachées, les couches profondes, voilà pourquoi on appelle ça l'apprentissage profond. Et ça nous amène à monsieur le professeur John von Neumann. Alors ce gars-là, comme je vous le disais, c'est lui, l'alter ego de Alan Turing, qu'on a vu tout à l'heure, mathématicien de génie. Lui aussi, il a eu son doctorat en mathématiques à 22 ans. Il est professeur invité à Princeton. Alors Princeton, si vous vous souvenez, c'est l'université où exerçait Einstein lui-même. Puis il est professeur de mathématiques à l'Institut des études avancées de Princeton. En 1937, il obtient la nationalité américaine, parce qu'il est hongrois d'origine. Et il va travailler ensuite, entre 1943 et 1955, à Los Alamos, dans le projet Manhattan. En 1947, il fait peut-être sa plus grande avancée. Il conçoit l'architecture, dite architecture de von Neumann, qui est l'architecture de tous les ordinateurs depuis les premiers ENIAC de 1943, celui qui est là, sur le bureau. L'architecture basique, l'architecture fondamentale, on la doit à M. von Neumann. En 1955, il est nommé directeur du comité général consultatif de la Commission à l'énergie atomique. Et en 1956, il reçoit le prix Enrico Fermi. Et il a inventé autre chose. La machine autoréplicative, dite machine de von Neumann. C'est une machine qui a la propriété de pouvoir s'auto-répliquer, de se répliquer pratiquement à l'infini. Et
le fonctionnement de la machine de von Neumann, il est presque semblable au fonctionnement des cellules organiques, celles de notre corps. Alors, une se divise en deux, vous voyez là, je me suis arrêté là, et à l'intérieur, vous avez l'équivalent d'une intelligence artificielle qui gouverne tout le système, c'est le génome, avec les ADN et toute la mécanique, la fabrication des protéines, etc. Et les mécanismes qui sont dans l'ADN, qui permettent à la cellule de se répliquer. C'est-à-dire de 1, ça devient 2, et puis etc. Alors on part toujours de 1, qui devient 2, 2 qui devient 4, 4 qui donne 8, 8 qui donne 16, et ainsi de suite. Alors vous voyez que la valeur double à chaque cycle. Et ça, c'est une progression selon une fonction. Qui me dit la fonction? Exponentielle. Voilà, c'est une courbe de cette forme-là. C'est-à-dire que la valeur de n ici, la quantité, accélère avec le temps. Elle n'est pas linéaire, hein, elle est exponentielle. Et vous remarquez aussi que chaque nombre est une puissance de 2. Alors là, je me suis arrêté à 2 puissance 13, qui vaut 892. Mais si on admet qu'une machine de ce type, donc entièrement artificielle, est capable de s'auto-répliquer, disons, avec une vitesse du même ordre de grandeur, sans parler d'équivalence absolue, mais du même ordre de grandeur que les cellules biologiques, alors on aura vite fait d'atteindre 2 puissance 40. Pourquoi 2 puissance 40? Parce que 2 puissance 40, ça vaut 1 trillion, 99 milliards, etc. Et ce nombre est très intéressant parce qu'il correspond au nombre estimé actuellement de planètes dans notre galaxie. Voilà une sonde complètement imaginaire de von Neumann. Donc, d'abord les bourrées de capteurs qui vont analyser. Les bourrées de capteurs qui vont analyser l'environnement. Par exemple, si elle se pose sur une planète. Et puis, un organe de manipulation de l'environnement. Alors là, il est symbolisé par un bras terminé par une pince. Donc, saisir dans l'environnement des matières premières, des éléments qui vont nourrir, qui vont être ramenés dans la machine afin d'une part de lui permettre de survivre et d'autre part d'alimenter ces mécanismes d'autoréplication. Et bien entendu, le tout étant gouverné par une intelligence artificielle. Bon, ici, on a 5 générations de machines de sondes de von Neumann. On peut se produire une mutation ici, à cet endroit-là, qui peut être accidentelle ou volontaire. Dans l'un et l'autre cas, elle peut être soit délétère, auquel cas le système ne survivra pas, parce qu'on connaît plein d'exemples dans le monde biologique où des mutations étaient délétères et l'espèce qui a eu cette mutation n'a pas survécu. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes là, nous, aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons eu que des mutations. Enfin, dans la lignée humaine, seules les mutations bénéfiques ont survécu et ont abouti à Homo sapiens. Donc, en revanche, si la mutation est bénéfique, elle va se transmettre aux générations suivantes. Vous allez me dire, ça nous mène où? Mais ça nous mène que voilà comment on colonise toute une galaxie. Et vous allez me rétorquer, mais ça prend du temps tout ça. Oui, ça prend du temps. L'estimation minimale, c'est de 600 000 ans, ce qui n'est rien.
l'échelle de l'âge de la galaxie, c'est un clin d'œil. Alors, 600 000 ans, alors c'est 600 000 ans, estimation minimale, 50 millions d'années, c'est une estimation, disons, plus raisonnable. 600 000 ans, pourquoi? Mais là, j'ai juste fait un petit calcul. On projette d'envoyer des sondes à 20% de la vitesse de la lumière vers Alpha du Centaure, qui est éloigné de plus de 4 années-lumière de nous. Alors, à 20% de la vitesse de la lumière, ces sondes feraient le voyage en 20 ans. Les plans sont déjà faits, il n'y a plus qu'à les lancer, si je veux dire. Si on adapte ce schéma-là à la taille de la galaxie, donc toute la galaxie serait colonisée en 600 000 ans. Mais effectivement, c'est pas comme ça que ça marche, parce que chaque colonie doit d'abord s'installer, elle doit générer son environnement viable, etc. pour elle. Hein. Et puis ensuite, construire des machines qui vont aller vers d'autres systèmes solaires pour les coloniser à leur tour. Et donc ça peut prendre jusqu'à 50, voire certains disent 100 millions d'années. Encore une fois, 100 millions d'années, on était encore en plein dans le Trias, donc c'était encore les grands dinosaures qui régnaient sur Terre, il y a 100 millions d'années. Donc vous voyez, c'est pas si lointain dans le temps. Et vous voyez qu'en bas, à gauche, il y a une zone bien, qui n'a pas été colonisée là. Et il semblerait, si on suit la logique qui nous a conduit jusqu'ici depuis 80 ans, il semblerait que quelque chose nous ait rattrapé là. C'est ce que c'est. Alors, j'avais pratiquement terminé cette présentation quand je suis tombé, tout à fait par hasard, je peux vous l'assurer, sur quelques lignes de Avi Loeb, que vous connaissez, Abraham Loeb, qui date du 27 septembre, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et Avi dit ceci. En fait, les artefacts technologiques les plus nombreux dans le milieu interstellaire pourraient bien être des sondes autoréplicatives. J'ai dit merci Avi, car ils se multiplieraient de manière exponentielle dans le temps en utilisant les matières premières disponibles sur toutes les planètes habitables de la galaxie. Si une autre civilisation a atteint ce niveau critique et lancé des sondes autoréplicatives intelligentes il y a des milliards d'années, elle se trouve aujourd'hui à des milliards d'années-lumière de nous. Là, je ferai une petite parenthèse à suivre. Nous aurons donc du mal à capter les signaux électromagnétiques qui sont très affaiblis de ces premières communications radio, parce qu'il faut se souvenir quand même qu'un signal radio diminue dans la distance en raison de la loi du carré inverse. Donc à 1 mètre, il vaut tant, à 3 mètres, il vaut 9 fois moins, à 10 mètres, il vaut 100 fois moins, etc. etc. C'est la loi du carré inverse. Et c'est pour ça que peut-être qu'on n'arrive pas à capter des communications qui viennent de très loin. En revanche, ces sondes interstellaires elles-mêmes, si elles pénètrent dans le système solaire, là nous pouvons les trouver. Et bien entendu, en disant ça, il pense à son projet Gary, qu'il a mis en route, qui a un peu tendance à s'essouffler, à mon avis, mais bon. Mais en tout cas, ils sont sur le coup. Alors pourquoi je parlais d'une parenthèse, c'est que si cette civilisation a existé il y a des milliards d'années, elle se trouve aujourd'hui à des milliards d'années-lumière de nous, en fait, oui et non. Parce que ce qui est à des milliards d'années-lumière de nous, ça n'est pas nécessairement à des milliards d'années dans le temps. Parce qu'à cause de l'expansion de l'univers, donc de l'expansion de l'espace-temps, par exemple, on dit que le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Ok. Mais si nous regardons, mais l'univers observable, lui, il aurait un diamètre de 90 milliards d'années-lumière. Donc on peut se dire que le point le plus éloigné qu'on puisse voir, en tout cas pas pour l'instant, mais dans un avenir relativement proche, le point le plus éloigné serait à la moitié, c'est le rayon, 4
45 milliards d'années-lumière pour quelque chose qui se serait produit il n'y a que 14 milliards d'années, 13,8 milliards d'années. Donc là, il faut faire très attention quand on parle de milliards d'années-lumière, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Alors, est-ce que c'est un paradoxe de Fermi ou pas? C'est une question de point de vue. Les sceptiques, ceux dont on parlait tout à l'heure, vous diront oui, c'est un paradoxe parce qu'effectivement, on n'entend personne et on ne voit personne. Parce que bien entendu, les sceptiques, eux, ni les ovnis et les UAP, hein, pour eux, ça n'existe pas. C'est pas bien, c'est mal. Et puis les autres, les modernistes, dont j'ai l'honneur de faire partie, et je ne suis pas le seul, disent c'est un paradoxe qui n'a de paradoxe que le nom, parce que d'abord Fermi n'a pas pensé à tout, et ensuite parce que c'est un paradoxe qui admet les solutions dont je vous parlais au début. Et là, je crois que maintenant on a listé 70, 73 solutions qui expliquent pourquoi on n'entend rien et on ne voit rien. À part, bien entendu, les UAP. Reste à savoir, il y a des questions, les dernières questions auxquelles il nous faut répondre. C'est qui ou quoi contrôle ou pilote ces machines? Est-ce que ce sont des entités, disons, biologiques et douées de raison, intelligentes, ou bien des machines, donc, dans un cas c'est qui, dans l'autre cas c'est quoi, mais ça revient au même, si on a affaire à des machines intelligentes, et si on ne peut pas distinguer leur intelligence de l'intelligence humaine, on pourra les considérer comme vivantes, même si elles sont artificielles. D'où viennent-ils ces engins? Ça, on l'ignore. En tout cas, nous, grand public, nous ne le savons pas. À mon avis, mais ce n'est que mon opinion, le système solaire d'origine n'est pas très éloigné. Parce qu'il aurait fallu le temps de venir, etc. En fait. À moins qu'ils aient trouvé une formule, passer à travers un trou de verre traversable et qui ne va pas s'effondrer sous sa propre gravité. Et puis, bien entendu, le fameux triptyque qu'on retrouve dans toute analyse criminologique, c'est le mobile. Pourquoi vient-il? Qu'est-ce qui les intéresse chez nous? À part peut-être l'eau, parce que c'est vrai qu'on en a plus qu'on en a besoin. L'occasion, deuxième terme du triptyque. Est-ce qu'on leur a fourni l'occasion de venir ici, peut-être par les premières explosions nucléaires, qui ont attiré l'attention de visiteurs, dont on ne sait rien, même pas officiellement. Ou bien tout simplement parce que nous sommes sur leur chemin. Et le moyen, quel moyen utilisent-ils pour franchir les gouffres qui séparent les étoiles? Ont-ils trouvé un moyen de dépasser la vitesse de la lumière? Est-ce qu'ils utilisent les trous de verre traversables, utilisant une énergie tirée du vide? Voilà quelques questions auxquelles il faut répondre, auxquelles on peut ajouter celle-ci. Quelles sont les distances, les vitesses, le temps? Le temps est important. La vitesse, c'est la distance multipliée par le temps, comme vous le savez. Le temps, combien de temps leur faut-il pour aller de leur lieu d'origine à leur lieu de destination? On peut penser que certaines espèces ont une durée de vie tellement longue que venir d'un point situé à 100 années-lumière, qui même à la vitesse de la lumière va prendre 100 ans de nos années, de nos années, pour eux, ça ne serait qu'une promenade un peu monotone, un peu fatigante. Et enfin, bien sûr, l'énergie. Quel type d'énergie utilise-t-il? Parce que l'énergie, il n'y a pas énormément de formes d'énergie dans l'univers. Il y en a une dizaine, tout cassé. Donc, de l'énergie nucléaire, de l'énergie gravitationnelle, est-ce qu'il manipule les ondes gravitationnelles? Ce serait une bonne idée, n'empêche. Voilà les questions qui nous restent à régler avant de savoir
effectivement, à quoi nous avons affaire. Bon, à ce terme, il est temps de rentrer sur Terre. Et on va utiliser pour ça le même moyen qu'on a mis pour venir jusqu'ici, c'est-à-dire la propulsion par distorsion spatio-temporelle. On est arrivé. Merci de votre attention. C'est une bonne question. Mais toute civilisation capable de coloniser une portion de l'espace va avoir tendance à chercher à reproduire des rejetons qui vont aller à coloniser d'autres mondes, lesquels à leur tour vont coloniser d'autres mondes. Ben, tous ceux qui ont lu la pentalogie de fondation d'Isaac Asimov, vous avez tout. C'est le roman, mais ça exprime bien une réalité futuriste et que nous trouvons maintenant, même dans le cas. S'exprime sur le fait que l'univers est réglé d'une certaine façon très fine et que c'est pas possible qu'il existe cet univers naturellement et qu'il y a une intelligence probablement qui a créé cet univers parce que à une décimale près, je sais plus combien, 19 zéros derrière, le moindre grain de sable aurait pu... Oui, j'en ai entendu parler, mais personnellement, je ne suis pas croyant, mais même si je crois dans l'énergie, dans la matière, dans les lois de la physique et de la biologie, mais et pourquoi pas. Mais parce que quand on parle de machine, qu'elle soit autoritative ou pas, de machine consciente, intelligente, la première question qui vient à l'esprit, c'est ces machines, qui les a créées? Nous sommes faits, Dieu nous a créés à son image. Donc ça veut dire que si nous a créé à son image, déjà on peut discuter, on ne va pas entrer dans les considérations bibliques, mais ça veut dire qu'il était humanoïde. Est-ce que ça correspond à ce qu'on trouve dans les premiers chapitres de la Genèse? Bon, on ne va pas entrer là-dedans parce que là, ça ne sortirait pas d'ici demain matin. Mais effectivement, on peut penser que tout l'univers, il y en a même qui pensent que l'univers entier, notre univers, réside dans la pensée d'un Dieu, ou d'une entité supraconsciente, supra-intelligente. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se vérifie en fait, ça se vérifie dans le sens où les planètes, comme les planètes secondaires, on peut prévoir par exemple une éclipse sur 2000 ans d'avance. C'est vrai, mais parce qu'on connaît assez bien maintenant la mécanique céleste. Oui, c'est un réglage. Ah ben, ça ne peut pas être naturel, c'est ce qu'ils disent. Le scientifique va te dire l'univers est régi par la conjonction de la masse et de l'énergie. La masse et l'énergie. Einstein, E égale MC2. L'énergie est égale à la masse que multiplie le carré de la vitesse de la lumière. Donc, mais en gros, on peut dire l'énergie et la masse, et l'énergie et la matière. Voilà ce qui constitue l'univers, de l'énergie et de la matière. Ah, peut-être aussi, bon, l'énergie noire, la matière noire, qu'on ne voit pas encore. On sait qu'elle existe, mais on n'arrive pas à la toucher du doigt. On n'a pas encore la réalité concrète de ça. Peut-être qu'il y a une pensée derrière tout ça. On ne peut pas le nier. Il faudrait être vraiment au-dessus pour nier qu'on puisse être dans ce cas de figure. Mais en fait, quand on regarde la réalité objective, eh bien, on se dit, bon, on va rester dans le domaine des lois connues et il y a également celles qui régissent l'évolution des espèces.